Ma philosophie, c'est jamais lâcher. Pour moi, une vie, ça se vit à 1000 à l'heure. En fait, on va chercher les produits là où ils sont et on va chercher les meilleurs produits qui existent. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est ancré dans vos tripes. Enigma est née le 18 janvier 2018 et en 4 ans, elle a vécu à la fois les fermetures dues au Covid et une grosse croissance puisqu'on est passé, si on parle qu'en termes d'employés, de 1 à 23 employés. Il s'agissait pour nous, puisque quand on vit une telle croissance, il y a beaucoup de choses qui se disent, il s'agissait d'offrir l'opportunité à tous nos clients, à tous nos amis, à tous nos fidèles, à tous nos abonnés, à tous nos membres, de leur montrer 3 choses. La première, les coulisses d'Enigma, parce que ça nous semblait important de vous montrer comment on travaille. La deuxième, c'est de vous montrer les vérités sur Enigma, c'est-à-dire pourquoi 23, pourquoi des gens si jeunes, pourquoi autant de femmes, pourquoi autant de gens incroyables, pourquoi autant de jeux, autant de sorties, pourquoi du mini-golf. Et ça nous semblait important de vous le donner de première voix. Et puis la troisième chose, c'est pour nos archives, parce qu'il est important, parfois, de se souvenir d'où on vient, et c'est peut-être le premier pas vers ce que nous avons été. Pour faire ce format de vidéo, on a décidé de défier celui qui a fondé l'entreprise. Je ne connais pas les questions qui vont m'être posées. Peut-être que dans d'autres vidéos, vous pourrez vous-même poser vos questions. L'idée, c'est que vous allez voir avec spontanéité comment on a construit Enigma, comment on a construit ce monde qui n'appartient qu'à nous et dans lequel on vous invite pour changer de vie juste le temps d'une soirée. Je suis le fondateur d'Enigma, je suis celui qui a pensé cette idée de base. C'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que depuis 2012, j'avais fondé la société Helvetia Games, qui éditait des jeux de société. Le monde de l'édition, c'est un monde qui est très dur, qui est aussi qui est un monde où on a l'impression d'être toujours trahi. C'est-à-dire que quand on est suisse et qu'on travaille dans une maison d'édition, et puis qu'on a certaines valeurs qu'on défend, comme celle d'avoir des illustrateurs suisses, des auteurs suisses, eh bien tout devient vraiment très cher. Et puis cette cherté qui est due à notre pays, et que je critique pas, elle nous met dans des positions très difficiles à l'étranger en termes de concurrence. C'est-à-dire qu'un jeu fait en Suisse que vous essayez de vendre en France ou en Italie, eh ben vous êtes dans des prix qui sont hors de gamme. Et le fait d'avoir une sorte de marque suisse ou d'avoir cette qualité que les gens donnent à la Suisse, elle n'est pas suffisante pour justifier un prix dans le monde du jeu de société. Dans le monde des montres, certainement, dans les banques, certainement, dans les produits financiers, certainement, mais dans le jeu de société, personne ne vous pardonne un prix aussi élevé. Alors il fallait que je trouve une solution pour que les gens arrêtent non seulement d'acheter autre chose, mais aussi d'acheter ailleurs. On a 2 problèmes principaux en Suisse dans le monde du jeu de société, des problèmes à titre personnel, c'est que le marché, notre principal concurrent, c'est le marché étranger. Aujourd'hui, il est très facile d'acheter sur Internet, les prix sont souvent moindres. Il y a aussi un aspect psychologique qui fait que quand vous payez les frais de douane, comme c'est pas en même temps que le jeu, vous avez l'impression d'avoir payé moins cher votre jeu et bien moins cher votre jeu. Donc ça, c'est notre premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il est très difficile de réunir les gens pour jouer ailleurs que chez eux ou dans des clubs. Et mon expérience me montrait que si on prend les gens par la main pour leur faire vivre non pas un jeu de société mais une expérience ludique, alors on atteint le résultat de développer un goût prononcé pour tout ce qui est jeu de société. Et donc ce changement de paradigme, c'était aussi simple que ça. Au lieu de penser un jeu, de passer une année à le créer,
puis ensuite de le mettre en boîte, puis de l'amener dans les magasins, puis d'espérer que les gens l'achètent, eh ben on allait faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on allait inviter les gens à jouer chez nous, on allait y jouer 500, 1000 fois, et puis une fois que le jeu était à maturation, qu'il était prêt, qu'il était incroyablement attendu et vécu par notre public, alors on pourrait le mettre en boîte et le vendre dans les magasins. Et c'est ce qu'on a fait avec Enigma. C'est-à-dire que vous avez Helvetia Games qui est exactement dans le cursus tout à fait classique de l'éditeur. Et puis on a Enigma qui est une sorte de produit inversé où d'abord on joue. Et puis quand il y a au moins 1000 personnes en Valais, en Suisse, à Lausanne, à Yverdon qui ont participé par exemple à la Conicine, eh ben la Conicine sera un de nos premiers jeux à sortir en boîte pour que l'expérience puisse se poursuivre ailleurs qu'en Suisse, dans d'autres salons, tout en sachant que nous, on va créer un autre jeu qui va permettre de vivre autre chose en live. Alors, on propose des expériences. J'espère qu'on a inventé quelque chose qui s'appelle un simulateur émotionnel. Donc, on ne part pas d'un jeu, on ne part pas d'une idée, on parle vraiment d'une émotion. Quand vous venez chez Enigma, ce qu'on espère, c'est que vous ayez envie de vivre une émotion. Dites-nous laquelle, on vous donnera le produit qui vous permet de le vivre. Par exemple, si vous voulez vivre quelque chose de très convivial, où il n'y a pas tellement besoin de réfléchir, mais il y a surtout besoin de s'amuser, le Gun Golf Club, il est fait pour vous. Si maintenant vous voulez vivre un polar assez sombre, mais sans non plus aller dans les tréfonds de l'âme, la Conicine, le procès, c'est fait pour vous. Si vous voulez vous marrer, être acteur, réalisateur, faire des nanars, director's cut, c'est pour vous. Donc nous, on part d'une émotion, rire, pleurer, avoir peur, et puis on crée tout un univers qui va vous permettre d'être immergé dans cette ambiance-là le temps d'une soirée. Pour répondre de nouveau très simplement, en fait, on propose 5 types de produits. Le premier produit, le plus connu, ou le produit d'appel, c'est Prison Island, qui vous permet, comme une série télévisée sur Netflix, Amazon Prime ou etc., de vivre une aventure très simple, très aseptisée, quelque chose qui ressemble à Fort Boyard et qui vous permet de passer un bon moment entre amis sans vous investir trop. La deuxième marche de ce jeu, c'est ce qu'on appelle les grosses productions. Dans les studios Enigma, vous avez 3 types de jeux. Les grosses productions sont celles qui, pour les débutants, vous permettent pendant 3-4 heures, avec maquillage, costumes, effets spéciaux, de vivre entre 10 et 20 personnes, 25 personnes, une aventure policière, féerique, médiévale fantastique, de vivre comme si vous aviez été un héros d'un temps ancien ou d'un temps qui n'existe pas. La troisième marche, c'est pour les spécialistes de cette deuxième marche, on commence à rentrer dans des jeux qui vont aller appeler votre éthique, votre âme. Ça va vous faire rire, ça va vous faire parfois pleurer, parfois peur, mais ça va vraiment aller chercher un zoom sur une émotion très particulière. Je pense par exemple à Hannibal ou à Hold Up, où vous devez essayer avec vos amis de résoudre un problème. C'est le thème des aventures de Studio Enigma. L'aventure, c'est résoudre des problèmes, et vous allez résoudre des problèmes ensemble sur des thèmes assez sérieux. Après, vous avez la quatrième marche, et la quatrième marche, c'est quand vous maîtrisez suffisamment tout ça, vous pouvez vous permettre, avec des règles très simples, de vous marrer. Et le but, c'est d'en faire des apéritifs dans lesquels vous allez révolutionner votre propre monde pendant 1h30 à 2 heures. Ça peut être poker, ça peut être Sexcraft. Sexcraft, c'est un jeu où il n'y a pas de sexe, mais on fait qu'en parler. Il faut être assez libéré pour jouer à Sexcraft. Et puis alors, la dernière marche, c'est celle où vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire que vos amis, est-ce que ce seront toujours des amis après, je ne sais pas, mais les gens qui vous entourent ont décidé de vous pranker. Ils ont décidé de vous balancer dans un monde que vous ne connaissez pas. Tous vos points de vue, toutes vos valeurs, tous vos piliers vont s'effondrer. Vous allez vous réveiller un matin et vous ne serez plus dans votre vie sans savoir si cette vie-là, elle existe vraiment ou pas. Ça, c'est nos têtes d'affiche. Nos têtes d'affiche, elles sont
impressionnante par les moyens qui sont utilisés, par les acteurs qui sont utilisés. Vous avez bien compris que jusqu'à cette phase-là, il n'y a aucun acteur dans nos jeux. L'acteur de nos jeux, c'est vous. Dans les têtes d'affiche, on est obligé, pour vous faire basculer, de vous amener dans un monde qui est créé par des gens dont c'est le métier. Et ça, c'est juste le début. Parce qu'une fois que vous avez vécu l'état de choc d'avoir compris que vous étiez pranké, après on va utiliser vos amis, vos parents, votre entourage, votre patron, les gens qui vous entourent, pour vous faire vivre une expérience incroyable durant les 3, 4, 10 heures qui vous restent après le prank. Voilà, ça c'est les 5 produits qui sont offerts par Enigma. C'est une question qui est intéressante, mais qui est posée à l'envers. C'est-à-dire que, pour moi, la question c'est en quoi on ressemble à quelque chose qui existe déjà. Et c'est bien toute la difficulté qu'on a chez Enigma, c'est d'expliquer ce qu'on fait. On se définit comme un produit culturel. Je pense que la base de notre travail, c'est du théâtre interactif sans acteurs. Pour vous expliquer cette notion-là, je suis obligé d'être un peu technique, mais en gros, un jeu de société, c'est des règles qui vous permettent d'atteindre un objectif en collaborant ou en vous tirant la bourre pour atteindre cet objectif. Le théâtre, c'est un texte qu'on vous donne et que vous devez interpréter de telle façon à générer des émotions. Les produits Enigma, ils sont pile entre les deux. C'est-à-dire qu'on établit un certain nombre de règles et des émotions qui vous permet d'inventer le texte. À ce titre-là, on est vraiment un produit hybride entre la culture et le divertissement. Donc je répète, là où d'habitude on vous donne un texte pour générer des émotions, nous on génère des émotions pour essayer de vous faire dire un texte qu'on n'a pas écrit. Et puis qui va servir une histoire qui va vous balader. À partir du moment où on fait cet exercice-là, on devient de la culture. D'ailleurs, si vous regardez tous nos jeux, toutes nos aventures, toutes nos expériences sont très marquées littérairement. Non seulement parce qu'on est fan de littérature, mais aussi parce que c'est, d'après nous, on est une sorte de bovarisme moderne. C'est-à-dire que c'est par les aventures que vous vivez que vous vous demandez si la vie n'est pas trop banale par rapport à ce que vous êtes capable de vivre chez nous. C'est un peu présomptueux dit comme ça, mais ça, c'est notre aspect culturel. Cet aspect culturel, il existe nulle part. C'est-à-dire que aller au théâtre, aller au cinéma, lire des livres, aller dans des expositions, si je fais un petit peu la liste des produits culturels qui existent, tous ces produits sont vraiment géniaux, hein, et nous ne sommes qu'une partie différente de ces produits-là. Et puis d'un autre côté, on a autour de nous pléthore d'activités de divertissement qui vont de faire du sport à l'aérobic, en passant par Realfly, par Alaya-B, par plein de gens qui offrent des activités de divertissement incroyables. Et nous sommes une activité de plus, avec par exemple Prison Island dans ce microcosme d'activités diverses. Et le Valaisan, le Suisse, il fait 30 activités de divertissement par année à peu près. Il ne fait pas ça tous les week-ends, mais presque. À partir du moment où vous n'avez pas 52 activités proposées en ville de Sion, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que le gars qui vient chez Enigma, il ne va pas ne pas aller chez Realfly. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il va aller chez Enigma, puis la semaine prochaine, il ira chez Realfly. Et après, il ira, je ne sais pas moi, au musée. Et puis le mardi, il fait sa soirée cinéma. Et donc, il n'y a pas véritablement de produits qui se ressemblent. Et heureusement, on a des produits qui sont tous très, très différenciés. Et chez Enigma, on ressemble à personne. Mais comme je pense qu'un simulateur de chute libre ne ressemble à rien, comme je pense qu'aller au cinéma ne ressemble pas à aller au théâtre, qu'aller au théâtre ne ressemble pas à lire un livre, etc. etc. Et il ne s'agit pas ici de cultiver la différence, il s'agit juste de l'expliquer pour que chaque vendredi, chaque samedi, vous puissiez vivre une expérience qui ressemble à celle que vous avez envie de vivre. Et chez nous, elle est très particulière, comme partout ailleurs. C'est certainement la chose, c'est un peu comme l'équipe de foot de Suisse, quoi. Tout le monde a son avis sur ce qu'est un jeu. Mais finalement, la définition du jeu, elle est assez simple. C'est une simulation
de quelque chose qui existe, tellement épurée qu'elle ne ressemble plus à la vraie vie, et vous permet par des règles simples, dans le but d'atteindre un objectif, de pouvoir vous entraîner ou vivre quelque chose que vous ne pourriez pas vivre si c'était la vraie vie. Prenons un jeu d'économie. Le jeu devient d'économie, c'est-à-dire que vous donnez une valeur à des ressources. Ces ressources, vous pouvez les vendre pour acheter autre chose, vous pouvez les combiner pour faire quelque chose de mieux, pour aller vers le progrès, etc. Donc un jeu d'économie ou de civilisation, ou un jeu de production, enfin appelez-le comme vous voulez. Heureusement que dans ces jeux-là, il n'y a aucune conséquence à ce qu'on fait. Parce que si on fait faillite dans le jeu, eh ben heureusement, on fait faillite nulle part ailleurs que dans le jeu. Et puis quand on a fini notre partie, eh ben on est très heureux de pouvoir en recommencer une, et pourquoi pas de pouvoir corriger nos erreurs. Maintenant, faites attention, parce que là, c'est là que tout le monde se trompe. C'est que tout le monde croit que parce qu'on a fait un jeu d'économie, on a le moyen idéal de pouvoir s'entraîner à l'économie. Mais ça n'a rien à voir, parce que le jeu, il est tellement décomplexifié. C'est-à-dire que c'est tellement simple, un jeu. C'est souvent, et de plus en plus, des règles qui tiennent à aller au maximum dans un classeur fédéral pour Advanced Squad Leader, et au minimum sur 4 pages A4 ou 2 pages A4. C'est pas parce que vous faites un jeu de lettres que vous êtes lettré. Par contre, les lettrés aimeront bien faire des jeux de lettres. Le jeu n'est pas du tout une image de la vie réelle. Le jeu est un négatif de la vie réelle. C'est justement parce qu'il s'oppose à la vie réelle qu'il rend cette vie si intéressante à jouer. Un jeu n'a aucune autre ambition que celle de vous donner le plaisir de partager un moment et de jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites le jeu sert à, quoi que vous disiez après, c'est horrible. Si un jeu apprend à compter, eh ben c'est pas un jeu. Si un jeu apprend à lire, c'est pas un jeu. Si un jeu apprend à être engagé dans une entreprise, vous savez, le fameux jeu de rôle des RH, c'est pas un jeu. Vous avez déjà été joué où votre vie, elle en dépend, ou à la fin de votre jeu, on vous dira si vous êtes riche ou pauvre, si votre vie elle est intéressante ou pas, si vous méritez un peu de respect ou pas. C'est pas des jeux, ça. Vous savez, le seul jeu qui n'en est vraiment pas un, c'est la roulette russe. Il n'y a rien de drôle à jouer à la roulette russe. Mais quand vous comprenez que le jeu n'a aucune autre ambition que celle de vous faire jouer, alors vous remarquez tout le potentiel du jeu. C'est-à-dire qu'en jouant, vous allez apprendre à compter. Vous allez apprendre à lire, vous allez apprendre à gagner, à perdre, à vous débrouiller dans la vraie vie, à être social ou moins antisocial. Et c'est ça l'apanage du jeu. Donc la définition du jeu, c'est se retrouver ensemble pour accepter ensemble de respecter certaines règles dans le but d'atteindre un objectif. Et cet objectif, il n'a pas d'autre mission que celle de vous amuser. Par des chemins très détournés. Je vais essayer d'être rapide parce que comme tout le monde, j'ai une vie avec beaucoup d'événements, mais certainement que le premier événement, c'est celui d'avoir été depuis tout petit joueur. Je pense que sur chaque phase de ce que je vais vous raconter, on pourrait faire une vidéo. J'ai commencé par jouer avec les jeux de mes parents, des jeux où je comprenais rien, j'inventais moi-même les règles. J'espérais que ça m'amuse et ça m'amusait beaucoup. Et puis vers 1990, quelque chose comme ça, j'ai découvert le jeu de rôle, mais il faudra 3 ans pour que je découvre le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase où j'ai découvert que ça existait, puis la phase où j'ai compris à quoi ça ressemblait. N'oubliez pas que dans les années 90, début des années 90, il n'y avait pas Internet. Les boutiques de jeux, il y en avait pas, ou quasiment pas. Il y avait à Genève cette boutique incroyable qui s'appelait le Vieux Paris, exactement. Il y avait le Vieux Paris à Genève. Je pense que Madge, qui possède le jeu, la boutique de jeux de Sion, le maître de jeu, ça doit être 92 ou 93 qu'elle ouvre. Je m'excuse Madge si je me trompe dans les dates, mais j'entends, il faut vraiment vivre, il faut vraiment imaginer que le seul accès qu'on avait dans le jeu, c'était jeux et stratégie, enfin c'était des magazines qu'on pouvait trouver et puis dans lesquels on avait des jeux à construire soi-même. Sinon, il y avait le Monopoly, le Risque, la Bonne Paye, le Destin, enfin des jeux très très classiques et les échecs et les dames. Donc voilà, en 90, je découvre le jeu de rôle.
En 93-94, on commence à avoir des échos du Spiel des Jahres qui va féliciter plusieurs jeux qui vont marquer ma vie, comme Intrigue à Venise, qui vraiment va marquer ma vie de joueur. Les Colons de Catane, qui sera pour moi une révolution. Et puis vers 2000, je m'inscris au club de jeux de Sierre, je découvre la pléthore de jeux qui existent. Des jeux américains, des jeux australiens, on fait venir des trucs par la poste. Je me souviens d'un jeu la durée du jeu, c'est entre 7 et 77 heures. Et on était là et on se voyait le dimanche, et on faisait ce jeu pour essayer de comprendre comment ça allait se passer. Et puis après, vers 2005, comme ça, je découvre tout l'aspect social du jeu. C'est-à-dire que dans jeu de société, pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est l'aspect société. Je suis un joueur de jeux informatiques, je suis un joueur de consoles, mais rien ne remplacera jamais une partie à 4, 5, 6 autour d'une table. J'aime cet aspect social du jeu. Et ça, je vais le découvrir à partir de 2005. Pour vous donner en parallèle, je fais une maths scientifique. En 95, je pars à l'université en lettres. Je ferai français et philosophie. En 2001, pour des raisons relativement privées, je pars au Polytechnicum de Zurich, où je fais un diplôme en sciences militaires. En même temps, je fais les cours d'état-major général. Je vais aller chercher un MBA à l'université de Coire. Je reviens en 2012 à mes premières amours en devenant éditeur de jeux. En même temps, j'organise la fête du jeu, qui est un événement assez majeur en Valais dans les années 2000, qui réunira jusqu'à 4000 joueurs au CERM à Martigny. Donc voilà, on se tâte, on essaye de se chercher, et dans la voie littéraire, et dans la voie ludique, et dans la voie militaire. Alors militaire, c'est celle de l'entrepreneuriat, en fait, parce que c'est celle qui va m'apprendre les normes, qui va m'apprendre à réfléchir, qui va m'apprendre à gérer des budgets, des projets, des délais. Je dois beaucoup à ma formation militaire dans la création d'Enigma. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui va se mélanger pour en 2018 faire un joli coup de sac. Et puis là, on va enfin s'arrêter. Je dis on, mais c'est je. Je vais enfin m'arrêter et je vais structurer l'idée. C'est-à-dire que je vais structurer le chef d'entreprise, je vais structurer un petit peu le rêveur, je vais structurer le joueur, et puis je vais essayer d'en faire un produit très professionnel qui va permettre aux gens de partager une de mes passions, celle de vivre une autre vie. J'en ai beaucoup, mais elles surviennent souvent quand je réfléchis à ce que je fais. J'ai pas de liste de valeurs et puis je me dis tiens, ça c'est important. Par exemple, dans mes valeurs, il y a celle du travail. Je pense que je ne respecte que les gens qui travaillent. Je déteste les illusions, sauf dans les jeux, mais je déteste ceux qui créent des illusions. Je pense que j'ai la valeur de la revanche. La vie est dure. La vie est dure et on doit accepter qu'elle soit difficile, mais on ne doit pas s'y résigner. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que ça change. Et c'est peut-être aussi ça, l'aventure. L'aventure des studios Enigma, c'est régler des problèmes, comme dans la vraie vie. Sauf que les problèmes des studios Enigma, on les choisit, puis ils sont cool. Et puis les résoudre, ça fait plaisir. Ceux de la vie, ce n'est pas toujours le cas. Donc moi, j'aime les gens qui ont une revanche à prendre. Je suis entouré de gens qui ont des revanches à prendre. Je suis entouré de gens qui viennent amener leur expérience pour générer encore plus d'idées et de valeurs à ma société. C'est-à-dire que je ne suis pas... Enigma n'est pas le fruit de mes valeurs, mais je suis le fruit des valeurs des gens qui travaillent autour de moi. Par exemple, j'ai une valeur locale. J'aime faire les choses pour les gens qui m'entourent. Mais qui m'entourent, c'est-à-dire qu'avec Helvetia Games, on vend une partie de nos jeux aux États-Unis. J'en suis très content, ça me fait plaisir. Mais je n'ai pas ce lien qui m'unit aux États-Unis. Je vais une fois par année pour aller présenter les jeux, les nouveautés. J'ai beaucoup plus de plaisir à voir des gens venir ici à Prison Island, jouer, venir au bar à jeux. J'aime savoir qu'à Yverdon, on a un site, que des fois on se tire la bourre entre les gens de Sion et d'Yverdon. J'aime que ceux d'Yverdon trouvent que leurs studios Enigma sont mieux qu'à Sion. J'aime savoir qu'à Sion, les studios Enigma sont quand même beaucoup plus mignons qu'à Yverdon. J'aime ce côté un peu bon vivant comme ça.
qu'amène la société. Donc mes valeurs, elles sont surtout le fruit de la bonne vie ensemble, si j'ose dire ça comme ça. Donc favoriser les gens qui travaillent autour de moi, les respecter, respecter leur travail, respecter le fait Par exemple, vous voyez, j'ai fait le choix d'avoir un illustrateur, une illustratrice dans la maison. C'est-à-dire que bien sûr qu'à l'heure actuelle où on parle d'intelligence artificielle, de gens dans certains pays qui vendent des illustrations à des prix qui ne sont pas très élevés, eh ben moi je ne peux pas ça. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens qui travaillent dans d'autres pays à d'autres prix. C'est juste que moi j'ai besoin d'avoir mon illustratrice à côté de moi. J'ai besoin de travailler avec elle, j'ai besoin de savoir ce qu'elle pense, j'ai besoin de... C'est pas juste un dessin. Et je parle de l'illustratrice, mais je peux parler de ma scénariste, je peux parler de celle qui s'occupe du marketing, je peux parler de celui qui fait les sites internet. Je ne peux pas juste sous-traiter. À un moment donné, on crée une sorte de meute. Et cette meute, il faut qu'elle vive ensemble. Voilà. C'est ça mes valeurs. C'est vivre ensemble. Ben, on a des créatifs forcément, c'est-à-dire que autour de moi, ben, je vais vous le dire, on a une directrice, mais en fait qui a une double casquette, parce que cette directrice elle est aussi actrice de théâtre, elle maîtrise les métiers de l'improvisation théâtrale, donc elle amène une partie incroyable dans la création des jeux, qui est la partie moins mathématique mais plus immersive, les décors, les costumes, les maquillages, la façon de jouer pour que ça marche. Vous savez, je fais un clin d'œil à tous ceux qui maîtrisent l'improvisation, mais c'est le « et oui », des petites règles comme ça qu'elle apporte et qui nous permettent de faire des jeux, quelque chose d'unique. On a une illustratrice, forcément, on a des graphistes, on a des traducteurs, on a un médiamaticien, qu'on appelle souvent chez nous un média magicien, parce qu'il fait à peu près tout et n'importe quoi, entre autres un mini-golf. On a des gens qui s'occupent de marketing, qui s'occupent de créer. Vous savez, créer des stories sur Instagram, c'est assez être scénariste. Parce qu'en fait, vous apprenez un art assez difficile de la synthèse avec des règles qui sont très strictes. J'entends la story Instagram, c'est un petit peu le poème en sonnet par rapport à tous ceux qui font de la poésie libre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'a aucune idée, on fait de la poésie libre. Quand on veut avoir des règles de versification qui sont très solides, on entre dans l'art d'Instagram. En fait. C'est très compliqué de faire ça. Moi, je ne sais pas comment elle fait ça. On a une comptable. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir une comptable qui est plus créative que la plupart des comptables. Elle nous bat tous à tous nos jeux. Je ne sais pas si c'est gentil de dire qu'elle est tarée, mais c'est un peu ça. Donc même les gens qui sont très sérieux chez nous, ils ont une part créative qui est très très importante. Et on a eu des gens qui se sont associés dans l'entreprise, on a forcément des gens qui viennent, des gens qui partent. On a remarqué que c'est presque une des conditions pour participer à la vie d'Enigma, c'est qu'il faut avoir un esprit très créatif ou en tout cas très deuxième degré. Si on ne l'a pas, c'est très compliqué. On a aussi un animateur radio, donc qui nous permet aussi de nous aider lorsqu'on fait des blind tests, lorsqu'on fait des animations. On a des gens qui viennent du monde du jeu, des auteurs, des gens qui ont eu des boutiques, des gens qui ont été vendeurs mais de jeux. On a des cuisiniers, on a des gens qui savent faire des cocktails. Les cocktails, c'est avec des règles, atteindre un but en mélangeant des choses. Enfin, ouais, tout est jeu chez Enigma. Bon, je vais déjà commencer par mon style de jeu préféré. Mon style de jeu préféré, c'est le jeu de rôle. Je pense que le jeu de rôle est le jeu de plateau poussé à l'extrême. C'est un petit peu ma définition du jeu de rôle. C'est mon jeu préféré. Dans les jeux de plateau, si je peux un petit peu aller plus loin, j'aime bien les jeux de production, mais les jeux de production à large échelle. Je pense à Twilight Imperium, comme ça. C'est un de mes jeux préférés parce qu'à la fois, vous avez du placement d'ouvriers, vous avez l'organisation de votre propre monde, et puis vous avez sur la carte l'interaction avec les autres mondes, donc les autres joueurs. Et j'adore ce genre de jeu un peu complexe comme ça, qui permettent d'aller dans tous les domaines. Dans le jeu de rôle, j'aime vraiment ce qui est sombre et contemporain. C'est-à-dire que le médiéval fantastique n'est pas tellement pour moi, le futuriste non plus. Moi, je suis un fan de Cthulhu, mon jeu de rôle préféré, ça reste Cult.
J'ai besoin qu'on aille voir les noirceurs de l'âme. J'aime bien les polars sombres. Ma philosophie, c'est jamais lâcher. C'est travailler par objectif. Ne se reposer que quand l'objectif est atteint. C'est prendre le temps de les réaliser. Une fois réalisés, prendre le temps de réaliser qu'on les a réalisés. Je crois que je vis la vie en brûlant la mèche par les deux bouts, mais que je ne vois pas d'autre possibilité de vivre une vie passionnante sans le faire comme ça. Je ne sais pas si ça durera longtemps, parce que j'adore ça, mais pour moi, une vie, ça se vit à 1000 à l'heure. Ah, si on avait une chez Enigma. Chaque journée est si différente, on fait tellement de choses. Je dirais qu'une journée banale, et ça correspond à peu près 50% des journées de ma vie chez Enigma, c'est une journée où je me lève, c'est une journée où je viens beaucoup parler avec les membres de la direction, de savoir où ils en sont, où en sont les projets, à quel problème ils sont confrontés, etc. Il y a une deuxième partie qui dure assez longue dans laquelle je réponds aux mails, je regarde comment on fait. C'est-à-dire que chez Enigma, vous avez vraiment une partie opérationnelle, des sites qui sont en cours d'exploitation, et vous avez vraiment une partie, je dirais plutôt stratégique, où vous regardez comment ouvrir un autre centre, un nouveau centre, comment créer un nouveau jeu. Et donc la deuxième partie de ma matinée, elle est souvent réservée à ça, à voir comment, avec qui, pourquoi, dans quelle mesure, quel argent. Enfin, c'est vraiment une partie très chef d'entreprise. L'après-midi est plus une partie créative. En principe, si on doit écrire des parties de jeu ou si je dois réfléchir sur les jeux, c'est plutôt en début d'après-midi que je le fais. Et à partir de 4h30, c'est mon moment de pause. C'est le moment où en principe, soit je vais jouer avec les clients en bas, soit avec les membres de la société s'il y en a qui sont disposés à le faire. Et puis ça, c'est un petit peu le tampon jusqu'à 19h, parce que très souvent, à partir de 19h, il se passe un truc. C'est-à-dire soit j'ai un blind test à animer, soit on doit aller à Yverdon pour aller voir le blind test d'Yverdon, soit on a un studio Enigma, soit on a une soirée jeu, soit on a une soirée test. Donc voilà, mes journées, elles ressemblent plutôt à ça. J'oublie la partie assez intéressante du repas de midi où en fait on échange avec tout le monde. Donc il y a vraiment une partie très administrative le matin, très créative l'après-midi, d'animation et d'acteurs le soir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, pour la petite anecdote, Enigma devait être une société, devait pas être une société, ça devait être un bras d'Helvetia Games. Mais à l'époque où j'avais Helvetia Games et que j'ai créé Enigma, j'avais un actionnaire important qui trouvait que ça n'avait pas de valeur et que ça ne marcherait jamais, et il m'a demandé de ne pas le faire. Donc pour respecter son choix, moi j'ai décidé quand même d'aller dans cette voie-là en créant une petite SARL avec 20 000 francs de départ qui ne m'appartenaient d'ailleurs pas. Et puis, ce Helvetia Games Event, il était collé à la peau. Vous savez, c'était mon entreprise. Helvetia Games, c'est vraiment... J'ai une sorte de paternité un peu malsaine avec cette société-là. Et donc, il fallait qu'Enigma prouve sa paternité ou sa filiation avec cette société mère à l'époque. Et donc le H d'Enigma, c'est le H d'Helvetia Games. C'est simplement un H qu'on a ajouté pour comprendre que les deux, c'est une sorte de truc caché pour les initiés. C'est notre Illuminati à nous. On a mis un H à Enigma pour qu'on sache que l'éditeur et le créateur de jeux ne sont jamais bien. Alors il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de volonté d'aller les chercher. En fait, on va chercher les produits là où ils sont et on va chercher les meilleurs produits qui existent. Par exemple, vous avez remarqué que autant en tant que client, je suis fan d'escape game, autant j'en fais pas. Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas mener une équipe à le faire. En plus, en Valais, on a des gens qui le font très très bien. Quand on m'a beaucoup proposé de faire des escape games au moment où c'était à la mode,
enfin ça l'est toujours, hein, mais où c'était vraiment tout le monde en parlait. Quand Prison Island est venu, j'ai regardé ça de façon assez étrange, et puis j'ai vite compris qu'on était plus dans mon monde à moi, c'est-à-dire le monde du jeu, où par équipe on essaye d'atteindre des objectifs, qu'un monde d'énigmes jouable qu'une seule fois. Et c'est ça qui m'a intéressé. Il se trouve qu'après j'ai appris que Prison Island était suédois, et que j'ai tout fait pour que on rende leur lettre de noblesse aux Suédois, mais pour essayer d'avoir des contrats avec eux, pour que ça se fasse avec notre stempel suisse. Par exemple, les cubes, puisque vous parlez de la Norvège, les cubes, c'est une marque norvégienne, enfin c'est créé en Hongrie, c'est développé à Oslo, mais en fait très vite on a été les voir et très vite on a voulu en faire autre chose. Je pense qu'on a développé le jeu dans une thématique très différente de ce qui se fait là-bas. Donc il y a une certaine suissitude dans les produits qu'on va chercher à l'étranger, et il n'y a pas d'ambition d'aller les chercher à l'étranger. Il se trouve que parfois on tombe sur des coups de cœur, sur des choses incroyables. Vous savez que sur les 17 produits qu'on propose, il n'y en a que 2 qui viennent de l'étranger. La plupart des choses, on essaye de les créer nous, mais quand vous tombez sur une sorte de coup de génie, il serait présomptueux de penser qu'on peut faire la même chose. Enfin, qui a vu les cubes et s'est dit, tiens, je vais faire la même chose chez moi? On ne fait pas ça. On prend ce qu'il y a de meilleur et puis on le met à disposition de nos clients. Voilà. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est ancré dans vos tripes. Parce que si, alors certainement des gens le font, mais moi je me lève pas un matin en me disant tiens, quelle entreprise je vais pouvoir créer pour être riche. Je me lève un matin en me disant tiens, j'ai envie de faire de cette passion-là ma vie, est-ce que c'est vivable? Et après vous mettez tout en œuvre pour que ça le devienne. C'est pour ça que j'ai plus de problèmes que de solutions. Parce que ce qu'on fait chez Enigma, en termes entrepreneurial, personne ne l'a jamais fait. C'est-à-dire que je pense qu'on est la plus grande entreprise culturelle valaisanne non subventionnée, avec 23 employés qui viennent que du monde culturel. Enfin, j'entends si vous l'aviez écrit il y a 4 ans sur un business plan, tout le monde vous aurait ri au nez. Et puis ça, c'est pas créé parce qu'on voulait faire la nique à ceux qui pensaient que c'était impossible. On l'a créé parce qu'on avait des besoins. Ces besoins, on a essayé de les financer. Aujourd'hui, c'est certainement la partie la plus compliquée de l'entreprise. C'est de générer suffisamment de revenus pour payer tout ce joli monde. Mais donc on se lève un matin en se disant que c'est la seule solution en fait. Et puis cette seule solution, elle est tellement belle que c'est quand les gens comprendront et diront « Ah, c'était facile, l'idée est tellement géniale ». Sauf que quand vous avez l'idée, c'est pas si facile que ça de la mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on essaye tous les matins. C'est ça les valeurs du travail. C'est que derrière la partie de saltimbanque, il y a une partie très terre-à-terre, très terrienne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a une troupe de théâtre secrète qui nous permet de créer nos jeux les plus impressionnants. Et cette troupe de théâtre, on a failli l'appeler les salles Team Bank. Parce qu'on est bien conscient avec le reflet que certaines institutions nous renvoient qu'on n'est rien d'autre que des salles Team Bank. Mais on s'y fait. Moi, ça me va bien. Parce que c'est un autre métier. En fait, je sais pas, c'est un peu comme demander à un gars qui fait de la BD pourquoi il n'écrit pas des romans, ou à un gars qui fait des romans pourquoi il ne dessine pas ses livres. À un moment donné, chacun son métier. Moi, je ne sais pas faire ça. Et puis en plus, en Valais, on a vraiment la chance d'avoir des gens très très compétents dans ce domaine. Donc à partir du moment où je ne sais pas faire ça, où ce n'est pas mon métier et où je ne vois pas d'opportunité, je ne vois pas pourquoi je me lancerais dans un truc. C'est ce que je disais avant, ce n'est pas l'appât du gain qui me fait envie d'aller. C'est l'appât du bonheur qui me fait envie d'y aller. Et l'appât du bonheur, pour moi, il ne passe pas par la création d'escape room. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais le monde entier vous dirait que non. Il se trouve qu'il est assez impressionnant de voir, et le Covid pour ça, ça a été une machine à créer de la différence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, alors j'ai pris avec beaucoup d'humour le fait qu'on soit une entreprise non essentielle.
avec beaucoup d'humour, mais vous savez, c'est assez fou parce que je crois que j'ai jamais vu autant de gens me reprocher de vivre du jeu et autant d'étincelles dans les yeux de voir que je pouvais en vivre. C'est-à-dire que je crois que nous avons nos haters les plus violents qui sont qu'un mini pourcentage, on parle de même pas 1%, des 20% des gens les plus heureux du monde. C'est-à-dire que je suis persuadé que la plus-value, la valeur ajoutée que le monde de la culture et du divertissement apporte au client lambda qui veut juste passer une bonne soirée, elle est disproportionnée par rapport au prix qu'il va payer pour ça. C'est incroyable de voir l'étincelle dans les yeux des gens qui vivent nos aventures. Et pour ça, je suis prêt à ne pas avoir de salaire. Il se trouve que j'en ai quand même un petit peu besoin. Mais il n'est pas très élevé. Ah là là, cette fresque. Alors déjà, je suis très fier de pouvoir dire que je suis le seul patron de tout le Valais à pouvoir me faire un bisou tous les matins quand j'arrive au bureau. Mais hormis la petite anecdote, moi je l'ai très très mal vécu. Donc c'est devenu une sorte de private joke au sein de la société parce que c'est une tradition chez Prison Island que dans toutes les Prison Island, en tout cas Sion était la 25e et pour les 25 premières, il fallait que celui qui possède Prison Island soit reproduit dans une fresque picturale au sein du hall d'entrée de la prison. Alors certainement qu'à Stockholm, à Oslo, où vous avez 280 000 habitants, je n'ai pas contrôlé, bah vous êtes assez anonymement reproduit sur le hall d'entrée de votre Prison Island et que personne ne sait que c'est vous. Il se trouve qu'à Sion, moi je l'ai relativement mal vécu. J'ai tout fait pour qu'elle soit faite en petit dans une autre entrée, mais ça passait pas. Donc j'ai dû apprendre à vivre avec le fait que je me regarde tous les matins en me disant que j'étais bien jeune à l'époque où j'ai fait tout ça. Aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, je le vis bien. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo de vlog qui, j'espère, vous a expliqué qu'est-ce qu'il y avait derrière Enigma. Je suis très fier d'être le porte-parole de cette société. J'espère que vous avez compris quand je réponds pas seulement en mon nom, mais je réponds au nom de toute une équipe qui travaille pour ça. Et maintenant que vous avez vu l'exemple, je me réjouis de lire vos commentaires, de voir si vous avez des questions. Les meilleures questions, on pourra les prendre pour en faire une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas parce que chez Enigma, on n'a peur de rien. Le simulateur émotionnel, il a été aussi fait pour les questions que vous allez me poser. Donc si vous avez peur de m'effrayer, allez-y sans souci. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions et on sélectionnera les meilleures pour la prochaine vidéo.